Mon général, cher Patrick Perrault, monsieur le chef d'escadron, cher Julien Diard, qui représente le colonel Netto, commandant du 2e RI, madame la chargée de mission, chère Isins de France, elle est là, monsieur Sébastien Chérita, enseignant à l'école des Chartreux d'Issy-Moulineaux, référent aux usages du numérique dans les Hauts-de-Seine, qui représente madame Yuma Tomé, inspectrice du Sécurité nationale. Chers collègues, mesdames, messieurs, je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle édition des Cafés Bleus de l'intelligence artificielle, alors que se tient en ce moment Vivalsi, notre festival local des audaces numériques. Pour rappel, l'événement de ce soir s'inscrit dans le cadre d'un cycle de 3 conférences conjuguant l'intelligence artificielle et les affaires militaires. C'est d'ailleurs pas sans raison que les intervenants de ce soir, une fois de plus de très grande qualité, sont issus de l'institution militaire. J'ai donc nommé le général Patrick Perrault, coordonnateur pour l'intelligence artificielle à la Gendarmerie nationale, et madame Isins de France, chargée de mission en IA, également au sein de la Gendarmerie nationale. Je tiens à les remercier très chaleureusement pour leur présence ce soir. Donc 2 orateurs vous présenteront dans quelques instants les enjeux de l'information et de la désinformation en matière d'IA, un sujet qui s'annonce d'ores et déjà passionnant. Avant de leur céder la parole, j'aimerais simplement rappeler la qualité des liens qui unissent la ville d'Issy-Moulineaux à la Gendarmerie nationale. Notre ville a en effet l'honneur d'accueillir depuis plus de 10 ans le siège de la Direction générale de la Gendarmerie nationale, DGGN, et nous parrainons le 2e régiment d'infanterie, RI, de la garde républicaine. Entre parenthèses, j'ai fait mon numéro avec le général. Je me rappelle les critiques. Le premier projet a été torpillé par le fameux Gevakov, vous avez dû connaître, Attila. Et comment s'appelle ce général? Il a été balayé là-dessus. Hein. Oui, je crois. Oui, il occupait une villa d'ailleurs dans le fort. Oui. Et quand on critique un petit peu comme ci, comme ça, je dis aux gens, je crois qu'on a bien fait de le faire il y a plus de 10 ans. Parce qu'aujourd'hui, on ne le ferait pas. Et la gendarmerie a une direction générale digne d'elle, parce que vraiment, c'est magnifique, c'est fonctionnel. C'était sur un parking de la gendarmerie. On n'a même pas exproprié, comme à la Guyane, des terrains. Alors donc, on a eu raison d'avoir tort et d'avoir raison. Notre relation donc avec la gendarmerie nationale est particulièrement suivie et je tiens à remercier sincèrement la DGGN pour sa participation constante à nos commémorations et nos événements valorisant le lien armée-nation. Ce lien armée-nation, je le répète souvent, est essentiel, doit être cultivé. Sous la houlette de ma collègue Christine Olivier, que je remercie, la ville d'Issy-Moulineaux s'est attelée depuis de nombreuses années avec un mélange de passion et de conviction. Dans une recherche de transmission intergénérationnelle, nous pouvons nous féliciter de la participation de nombreux jeunes chaque année à nos différentes actions relatives à la mémoire ou au lien armée-nation. On estime que sur les 7500 élèves lycéens, du primaire au secondaire, plus de 2000 sont touchés chaque année par nos initiatives. Parallèlement au lien armée-nation, je tiens à profiter de cette conférence pour rappeler l'inclinaison de notre ville pour la technologie et l'innovation. Vous n'êtes pas sans le savoir, Issy-Moulineaux a pris avec conviction et enthousiasme le tournant de l'intelligence artificielle. Ainsi, dès décembre 2023, nous avons lancé une intelligence artificielle municipale visant à aider les administrés dans leur démarche numérique, ici GPT. 1 an et demi après sa mise en place, force est de constater qu'ici GPT est déjà une pleine réussite. J'en veux pour preuve, la ville d'Issy-Moulineaux a reçu l'année dernière les prix Territoria 2024 et le Top All Award. Nous avons été récompensés dernièrement du label Territoire Innovant 2025.
Ces récompenses doivent nous encourager à accentuer nos efforts en matière d'innovation technologique, puisque notre croissance économique, notre transition écologique et l'efficacité de nos services publics, entre autres, en dépendent étroitement. De toute évidence, cette démarche d'innovation permanente passe aussi par un travail d'explication auprès de nos concitoyens sur les enjeux du numérique et de l'intelligence artificielle pour l'avenir de notre société. La conférence de ce soir entre dans ce cadre. C'est donc avec plaisir que je cède la parole au général Patrick Perrault et à Madame Ysens de France. Monsieur le maire, un grand merci pour ces mots. C'est vrai que la ville d'Issy-les-Moulineaux, que je fréquente depuis maintenant 5 ans, est orientée sur le numérique. Et ce que je constate, c'est qu'elle est orientée sur le numérique et embarque toutes les générations. Et ça, je trouve que pour avoir un peu parcouru un certain nombre de territoires français, je crois que c'est assez rare de voir cette capacité à embarquer tout le monde et de façon pionnière. C'est-à-dire, vous avez cité ici GPT. Eh bien, je n'en connaissais pas ailleurs à ce moment-là. Et à Issy-les-Moulineaux, vous l'avez fait. Donc, vraiment, bravo pour ça. Merci, Christine, pour l'organisation de ce 2e Café Bleu de l'IA. Parce qu'effectivement, nous avons commencé la campagne des Cafés Bleus de l'IA à Issy-les-Moulineaux. Et nous revenons avec grand plaisir pour un thème un peu plus orienté sur la notion de désinformation. Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, la désinformation est un enjeu qui est devenu majeur. Et alors, ce qu'on vous propose avec ma collaboratrice, Ysens de France, c'est effectivement d'aborder ce sujet. Peut-être vous présenter en quelques mots ce que sont les cafés bleus de l'IA, parce que je ne sais pas si certains d'entre vous étaient déjà à la première session, mais on en parlait avec Christine. Peut-être qu'on va revenir sur quelques notions qu'on avait abordées à la première session, pour une simple raison, c'est que dans le domaine, répéter n'est jamais vain, parce que c'est toujours intéressant de pouvoir entendre à nouveau un certain nombre d'explications autour de l'intelligence artificielle. Alors ces cafés bleus de l'IA, ils viennent d'où ? Ils viennent des cafés de l'IA, organisés par le Conseil national du numérique à la demande du président Macron. L'idée, c'est quoi ? C'est d'ouvrir à l'acculturation à l'IA. La France a été pionnière dans le domaine, parce qu'aujourd'hui, la réglementation européenne, que connaît parfaitement ma voisine de droite, demande à ce que dans toutes les organisations qui utilisent de l'IA, il y ait une sensibilisation, il y ait une formation à l'intelligence artificielle. C'est devenu obligatoire depuis le 2 février 2025. Donc c'est nous, de cette idée de café de l'IA, on s'est dit, parce que vous savez que la gendarmerie est très connectée aux citoyens, on s'est dit, on va vraiment s'orienter vers les citoyens, et quoi de mieux que d'être dans une mairie pour parler aux citoyens. Je crois que la mairie, quel que soit l'endroit en France, c'est vraiment le symbole où c'est la maison du citoyen. Et c'est là qu'on vous rencontre. Et donc ces cafés bleus de l'IA, pour nous, c'est une démarche du aller vers. Aller vers vous. Souvent, vous venez vers nous quand vous avez des problèmes. Mais nous, aujourd'hui, on vient vers vous pour vous expliquer comment on va utiliser l'intelligence artificielle. Et pourquoi on le fait ? Parce qu'en fait, on ne l'utilisera pas sans vous. Cette intelligence artificielle, elle est réglementée, et parfois on en a peur. Si vous associez l'intelligence artificielle et la sécurité, j'ai presque envie de dire qu'elle l'effraie, sauf à Issy-les-Moulineaux, bien entendu. Elle effraie, pourquoi ? Parce que on y voit une société de la surveillance. On y voit, pour les plus littéraires, 1984 et George Orwell, un ouvrage qui est paru dans les années un peu obscures, vous le savez, avec la dictature qu'il y avait à l'époque. Et pour les plus cinéphiles, je dirais Minority Report. C'est le film avec Tom Cruise, où là, effectivement, on voit cette notion presque de prédiction du crime, un pilotage par l'État d'anticiper les criminels. Donc il est essentiel pour nous, effectivement, d'aller vers vous et de vous expliquer encore et encore ce qu'est l'intelligence artificielle. Alors ce qu'on vous propose avec Ysens, c'est de pendant 20 minutes, une demi-heure peut-être, évoquer l'intelligence artificielle et la problématique de la désinformation.
et après vous écouter. Parce que si on vient vers vous, c'est d'abord pour répondre à vos questions, aux interrogations que vous avez sur le sujet. Et en général, c'est pour ça qu'Isan est avec moi, il y a toujours des questions extrêmement difficiles. Et ayant encore une carrière à faire, je préfère les questions difficiles, soit pour ma collaboratrice, plutôt que pour moi. Donc elle répondra à toutes vos questions dès lors qu'elles sont trop complexes. En réalité, c'est qu'on se complémente plutôt, j'allais dire parfaitement, plutôt bien, dans le sens où Isan a un doctorat en droit et robotique militaire. Pour ma part, j'ai un doctorat en IA plutôt côté scientifique. Et je crois qu'aujourd'hui, cette discipline n'est pas une discipline monodimensionnelle. C'est une discipline qui fait appel à un certain nombre de notions de droit, d'éthique, de sciences, bien entendu, mathématiques, d'informatique, technologie, un impact sur la société, un impact sur nous, les organisations étatiques, et donc elle est multidimensionnelle. Donc je crois que c'est l'intelligence artificielle qu'on critique beaucoup, c'est une discipline qui doit nous rassembler plutôt que nous diviser. Donc on va commencer. Donc c'est parfait. Les slides sont lancés par cette notion d'intelligence artificielle et de désinformation. Alors je vais commencer par deux illustrations pour vous expliquer ce qu'est l'intelligence artificielle. J'aime bien ces illustrations parce que l'IA, je la vois comme une discipline de l'équilibre. Discipline de l'équilibre entre quoi? Entre la problématique des libertés individuelles, comment protéger le citoyen dans sa caractéristique individuelle, ne pas outrepasser les droits fondamentaux, ne pas le surveiller, mais le protéger dans cette caractéristique des libertés individuelles. Et de l'autre côté, c'est notre vivre ensemble, la sécurité de la société. Ces deux formes de liberté, la liberté collective, la liberté individuelle, elles peuvent parfois s'opposer. Si je mets des caméras de surveillance partout, avec de l'IA partout pour vous protéger, pour faire en sorte que vous soyez dans un endroit le plus sécure, j'entrave vos libertés individuelles. Mais pour autant, si j'en mets pas, j'entrave votre liberté collective et la sécurité qu'on peut vous apporter. Donc on est sur cette notion d'équilibre entre ces deux grands aspects. Et parce que c'est une notion d'équilibre, c'est risqué. On peut chuter en IA. Et pourquoi on chuterait en IA? On chute en IA si on n'en a pas la connaissance. Vous savez, aujourd'hui, depuis 2022, fin 2022, début 2023, on a eu l'essor des IA génératives, ChatGPT et autres, Mistral, Falcon, Zephyr, on a plein de larges modèles de langage. Pour certains, l'IA a commencé à cette époque-là. En réalité, l'IA est bien plus vieille que cela. Et la difficulté avec... moi, quand j'ai vu OpenAI arriver, je me suis dit, c'est super, tout le monde s'empare de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, je trouve ça assez dommage, parce que tout le monde pense savoir ce qu'est l'intelligence artificielle en faisant quelques prompts. Vous savez, quelques questions qu'on pose à l'ordinateur, et l'ordinateur, c'est magique, nous répond. Et comme je sais poser des questions, je sais ce qu'est l'intelligence artificielle. Et donc, on va revenir un peu sur ces idées-là. Une deuxième illustration, celle-là, je vous l'avais peut-être montrée, mais ça me permet de savoir s'il y a des redoublants. En tout cas, il y en a un sans doute dans la salle qui la connaît, c'est Jérôme Nevicato, qui travaille avec nous comme réserviste citoyen à la gendarmerie. Merci d'être présent, Jérôme. J'ai l'habitude de dire que l'intelligence artificielle, c'est une énorme vague. Cette vague, ça peut être la vague du progrès, ça peut être la vague qui détruit, le tsunami. Et pour ne pas être détruit par la vague de l'intelligence artificielle, que faut-il? Eh bien, il ne faut pas céder à tous les effets de mode. Il faut avoir une vision. Il faut savoir où l'on va. Il faut savoir le cap que l'on se fixe. C'est pour ça que la gendarmerie a appelé sa stratégie Cap IA. Et donc, vous voyez ce surfeur, pour qu'il reste sur sa planche, il faut qu'il sache où il va. Et il faut qu'il soit formé. S'il n'est pas formé, il fera quelques mètres sur sa planche. Je ne suis pas un spécialiste du surf. Et n'allez pas dire que la gendarmerie surfe sur la vague. C'est pas tout à fait vrai.
même si parfois on peut surfer un peu sur la vague. Mais effectivement, pour qu'on reste debout sur cette planche, il faut absolument qu'on soit formé et qu'on sache où on va. Donc on ait une stratégie bien établie. Alors je vous ai dit que je vous raconterai un peu ce qu'est l'intelligence artificielle, et je vais le faire à travers cette figure. L'intelligence artificielle, elle est née, moi je situe comme père fondateur Alan Turing, même si avant il y a eu des travaux, mais je n'étais pas vraiment de l'intelligence artificielle. Moi j'aime bien Alan Turing parce qu'il avait commencé à imaginer une machine pensante. On critique beaucoup le terme d'intelligence artificielle. Certains, comme Luc Julia, disent même qu'elle n'existe pas. En réalité, elle n'existe pas au sens du cogito de Descartes. Je pense donc je suis. Elle n'a pas conscience d'elle-même. Mais j'aime à dire que si vous enlevez la chaise que vous avez qui n'a pas conscience d'elle-même, vous allez vous apercevoir qu'elle existe. L'IA, c'est pareil. Elle existe bel et bien. Sinon, on ne serait pas là. Et Alan Turing avait envisagez le test de Turing où, face à un rideau, derrière vous avez une machine et un humain, et vous posez la question au rideau, et c'est l'humain ou la machine qui vous répond. Et ce que nous dit Alan Turing, c'est que Alan Turing, c'est les années 40 et la fin des années 40 pour l'intelligence artificielle. C'est celui qui a décodé Enigma, les communications sous-marines des Allemands. Ce que nous dit Alan Turing, c'est, dans quelques années, il ne savait pas trop quand, on ne fera pas la différence entre l'humain et la machine. Et ben je crois qu'on y est aujourd'hui. Quand vous parlez avec des chatbots, on peut facilement vous tromper sur le sujet. Petit clin d'œil à la désinformation sur laquelle on va insister tout à l'heure. Le mot intelligence artificielle, lui, date de 1956, lors d'un colloque des Américains, Marvin Minsky, John McCarthy, qui inventent ce mot. Donc 1956, la première fois qu'apparaît le mot artificial intelligence. Et j'aime bien ce mot, contrairement à beaucoup, parce qu'il rappelle le pourquoi des pères fondateurs, essayer de ressembler au raisonnement humain. Et ils nous disent d'emblée que c'est artificiel. N'allez pas imaginer que l'intelligence artificielle est naturelle. Elle n'aura jamais conscience d'elle-même, elle ne sera pas naturelle. Et donc, dans ces premières années, on a rapidement eu deux formes d'intelligence artificielle. Celle qu'on appelle les systèmes experts et celle qu'on appelle les méthodes d'apprentissage automatique. Les systèmes experts, c'est quoi? C'est des règles logiques pour arriver à une décision. Très utile quand on veut comprendre d'où vient la décision. Les systèmes d'apprentissage automatique, c'est vous donnez plein de données et la machine vous trouve une réponse et vous apporte une décision. Beaucoup plus compliqué de savoir comment a été constituée, réalisée, construite la décision. Les systèmes experts répondent plutôt à des problèmes qu'on appellera déterministes. Les systèmes d'apprentissage automatique à des problèmes plus probabilistes. Et notre monde à nous est beaucoup plus probabiliste que déterministe. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on n'a quasiment que des systèmes d'apprentissage automatique. C'est ce qu'on appelle le machine learning. Donc machine learning, c'est l'apprentissage automatique. Si je devais synthétiser, je dirais que entre les deux, même si c'était pas tout à fait ça, mais Garry Kasparov qui perd aux échecs contre Deep Blue, globalement Deep Blue a ingurgité toutes les méthodes d'échecs et il ne fait que des choses qu'il a ingurgitées face à ce que lui répondait Garry Kasparov. Il n'invente rien. AlphaGo, 10 ans plus tard, Deep Blue c'est 1997 où il bat Garry Kasparov. AlphaGo c'est 2016. AlphaGo bat le joueur de Go Lee Sedol, un Coréen. Et là on s'aperçoit qu'en fait AlphaGo crée des combinaisons que Lee Sedol n'avait jamais vues et que l'humain n'avait jamais vues. On était déjà peut-être un peu sur une IA un peu générative. AlphaGo c'est 10 puissance 600. C'est 10 puissance 600 combinaisons, vous imaginez le nombre un peu, et il y a 10 puissance 80 atomes dans l'univers, ce qui vous montre un peu la proportion. J'arrive, après l'apprentissage automatique, à l'apprentissage automatique profond. Donc c'est les réseaux de neurones profonds. Donc dans l'apprentissage automatique, on a des réseaux de neurones qui ne sont pas profonds, et on a plein d'autres méthodes. Ensuite, on arrive au réseau de neurones profonds. C'est quoi un réseau de neurones? C'est des entrées, une sortie, et entre-temps, des couches qui vont vous décomposer ce que vous avez en entrée pour retrouver une forme de signature de votre objet. Je prends une image de chien,
je la passe dans les couches du réseau de neurones, je vais tellement découper cette image de chien qu'à la fin, je vais avoir une sorte de signature du chien. Et donc, sur une autre image, je verrai juste les oreilles, la tête du chien, je saurai que c'est un chien. Ces réseaux de neurones profonds, j'en parle parce qu'on a un Français qui est à l'origine des réseaux de neurones profonds, c'est Yann Lequin, qui aujourd'hui travaille chez Meta. Il s'était associé à deux autres grands chercheurs, Joshua Bengio, canadien, et Geoffrey Hinton, qui travaillait chez Google. Pour l'anecdote, Geoffrey Hinton est prix Nobel de physique 2024 pour ses travaux également dans le domaine de l'apprentissage automatique profond. Et de cet apprentissage automatique profond, on arrive à ce que vous connaissez tous maintenant, ChatGPT et autres, cette IA générative. Une IA qui est capable de créer, et j'emploie ce terme volontairement, moi je suis absolument persuadé qu'une IA crée puisqu'elle génère quelque chose qu'on n'a jamais vu. Elle ne crée pas naturellement, elle crée synthétiquement. Elle ne crée pas humainement, elle crée machinalement. Mais c'est une forme de création quand même. Je vous montre ça tout simplement pour vous dire qu'en fait, ces IA génératives, elles ne viennent pas de nulle part. C'est juste un process d'évolution de l'intelligence artificielle qui nous occupe totalement aujourd'hui. Alors, je vais essayer de vous faire comprendre un peu. J'adore cette revue, c'est ce que je lisais quand j'étais jeune, pour essayer de comprendre. Les jeunes ne rigolaient pas, mais les plus anciens, je pense que vous avez connu ce type d'encyclopédie. Il y avait dit comment ça marche, il y avait dit comment autre chose. Enfin, il y avait tout un cycle de revues. Et je vais vous demander de deviner qu'est-ce qu'il y a à la place du point d'interrogation. Dès qu'il y en a un qui trouve, allez, on fait comme à l'école, il lève la main ou il crie. Dans les écoles aujourd'hui, on crie peut-être. Pas ici, le menu. Non. Personne n'a trouvé? Si. Ah. On n'ose pas le dire. À quel moment vous avez trouvé les? Chat. Le chat. Ah bah oui. Qu'est-ce que vous avez fait en trouvant les? Vous avez raisonné comme une intelligence artificielle. Essayez de vous comporter comme des humains quand même. Raisonner comme une intelligence artificielle, en fait, ça vous montre que les modèles qu'on a construits en IA s'inspirent du raisonnement humain. Ce qu'on a fait, en fait, on a pris les éléments de contexte, c'est-à-dire vous essayez de trouver une probabilité d'avoir un mot, et puis vous regardez le contexte avant pour affiner votre probabilité. Et cette probabilité, elle arrive à un seuil, et vous dites, OK, c'est les. Je vais prendre un autre exemple. Si je mets... Qu'est-ce que je vais mettre? Si je mets Isance, ma collaboratrice, bois du... Sirop. Du thé. Ceux qui la connaissent auraient pu dire du vin. Bon. Et vous voyez qu'on ne dit plus du lait. Pourquoi? Parce que l'élément de contexte est différent. Si je rajoute en Martinique, Isance boit du rhum. Donc vous voyez l'importance de l'élément de contexte, et c'est exactement ce que fait l'intelligence artificielle. Elle associe une probabilité par rapport à tout ce qui découle avant. Alors, avant d'arriver sur les questions de désinformation, je ne sais pas si j'avais parlé des risques la dernière fois, mais je voudrais parler des risques qui me semblent objectifs aujourd'hui, des macro-risques de l'intelligence artificielle, puisque si je laisse la parole à Isance, elle trouvera bien plus de risques, et dans les questions, ça transparaîtra, parce que la réglementation travaille beaucoup sur les risques. Moi, je voudrais vous sensibiliser à 3 risques principaux. Déjà, est-ce que l'intelligence artificielle est raciste ? J'ai déjà posé la question. Pourquoi elle n'est pas raciste? Vous n'avez jamais entendu qu'elle était sexiste et qu'elle était raciste? En fait, le racisme, c'est une infraction. Pour qu'il y ait infraction, ça c'est les gendarmes qui vous parlent, il faut un élément moral, un élément légal et un élément matériel. L'élément moral, il n'existera jamais avec l'intelligence artificielle. L'élément moral, c'est quoi? C'est l'intention, la volonté de commettre. Donc, pour l'IA, si elle commet quelque chose de catastrophique, on ira plutôt la mettre dans un hôpital psychiatrique, parce qu'on ne la considérera pas responsable. L'IA n'est pas responsable de ce qu'elle fait. L'humain derrière peut l'être.
Pour autant, il y a un certain nombre de risques, et le premier risque, j'aime cette figure qui rappelle la pièce de Ionesco, Rhinocéros, où pour ceux qui connaissent cette pièce, où tous les individus finissent par devenir des rhinocéros. Eh bien, ça, c'est un des risques de l'IA, c'est qu'on finisse par tous penser pareil. Donc, sortez dans les bibliothèques, n'allez pas lire que du numérique, arrêtez de lire les recommandations que vous avez sur votre smartphone, arrêtez de regarder les séries Netflix recommandées, allez voir ce qui ne vous intéresse pas, c'est comme ça que vous aurez une meilleure ouverture d'esprit et que vous ne serez pas conditionné par l'intelligence artificielle. Donc dites-le autour de vous, il faut effectivement s'attacher à s'ouvrir l'esprit. Un autre risque qui me semble essentiel en matière d'intelligence artificielle, c'est la perte de nos vrais neurones. Moi, quand j'étais plus jeune, je m'orientais avec une boussole et une carte. Est-ce que vous vous orientez avec une boussole et une carte? Vous? Oui. Non, arrêtez, je vous voyais jeune, mais en fait, vous êtes vieille. Ça manque de... Si, peut-être une jeune femme que je connais là-bas, parce qu'on a travaillé ensemble. Elle est OST? Non. Tout au bout, non? Si, Oui. Oui. Est-ce que... Ah oui, ça tombe sur vous. Est-ce que vous utilisez une boussole et une carte? Bon. Donc vous utilisez un carré noir, comme ça, qu'on appelle un smartphone, et avec le GPS. Aujourd'hui, on utilise tous cela. La difficulté, c'est qu'à force d'utiliser ça, nos vrais neurones d'orientation vont disparaître. Alors, pas les nôtres, pas ceux de nos enfants, peut-être pas nos petits-enfants. Mais à un moment, l'évolution font que nos vrais neurones disparaîtront et ils ne réapparaîtront pas. C'est-à-dire qu'une fois que la lésion est cassée, c'est compliqué, il faudra plusieurs générations pour que ça revienne. Ce que je dis souvent, perdez vos enfants en forêt, de façon à ce qu'ils conservent tous leurs neurones, et gardez la supervision humaine, ou continuez à les surveiller pour faire en sorte qu'ils ne disparaissent pas quand même. Mais le problème, c'est que l'IA, il n'y a plus besoin d'apprendre les langues étrangères. Il n'y a plus besoin d'apprendre à coder en informatique. L'IA le fait tout seul. Il n'y a même plus besoin d'apprendre à écrire. ChatGPT le fait pour nous. Donc ça, c'est un vrai risque à un moment. Si on s'astreint pas à écrire, moi je suis bluffé de voir certains jeunes, ils ne savent plus écrire de façon manuscrite. Donc continuons à travailler sur ces aspects-là, sinon un certain nombre de choses disparaîtront. J'aime beaucoup ce personnage qui est le grand Albert. Pourquoi? Parce que cet homme-là, il a théorisé les ondes gravitationnelles en 1916. On les a observées en 2016, un siècle après. Ettore Majorana, qui est un physicien quantique des années 30, on commence à observer ce que lui avait été capable de théoriser. L'intelligence artificielle, c'est tout l'inverse. Vous observez plein de données et vous arrivez à une conclusion. Je ne savais pas trop ce qu'il y a entre les deux, mais vous arrivez à une conclusion. Si on ne travaille qu'avec l'intelligence artificielle, je suis convaincu que nos capacités de théorie, nos capacités d'abstraction disparaîtront. Donc là encore, poussons les mathématiques à l'école, poussons le travail sur la capacité d'abstraction. On discutait tout à l'heure ensemble où effectivement, je suis plus entouré par des spécialistes du droit que des maths, mais gardons cette capacité à faire de l'abstraction. Alors on va arriver à la désinformation. Alors si je devais vous poser la question, enfin si je vous pose la question, c'est quoi la désinformation? Vous ne savez pas répondre? Si. La dernière fois, c'était quand même... Il y avait plus de répondants. Hein. Ou alors vous vous réservez pour les questions. Raconter des bobards, ouais. Mais ça peut être des plaisanteries. Les fake news, ouais. Modifier le cours de l'histoire, pardon. Faire croire des erreurs pour en gagner des avantages. Ouais. Ouais. C'est les élections qu'on trompe. C'est les ingérences russes qui nous touchent sur un certain nombre d'aspects. C'est les deepfakes, les impostures sur les visages. Donc c'est la désinformation, en fait, c'est, je vais pas dire c'est vieux comme le monde, même si je le dis, mais en fait, c'est un peu la caverne de Platon, où vous croyez au réel, mais on n'est pas dans le réel.
Et c'est un vrai problème parce qu'il y a la désinformation qu'on connaît aujourd'hui et il y a celle qui va nous arriver demain, c'est-à-dire que tous nos modèles de langage qui produisent des données artificielles, demain, vont apprendre de ces données artificielles pour nous apporter des réponses. Donc là, on sera effectivement complètement dans la caverne de Platon, où on n'aura que le reflet de la réalité. Alors, ce que je vais vous expliquer, je vais vous montrer quelques exemples de deepfake qu'on a réalisés au sein de la Gendarmerie nationale et vous expliquer un peu comment que ça fonctionne. Donc, ce que vous voyez là, en bleu, ce sont deux réseaux de neurones profonds. Il y en a un qu'on appellera discriminateur et l'autre qu'on appellera générateur. Ce que je vais faire, je vais essayer non pas de détecter des aigles, c'est moins choquant quand je mets des aigles, mais des images à caractère pédopornographique. Je vais essayer de générer des images à caractère pédopornographique. Alors, ce que je vais faire, je vais en donner plein au discriminateur. Je vous rappelle que c'est interdit d'en avoir, hein, mais bon, moi je suis un criminel, je vais sur le dark web, je récupère plein d'images et j'entraîne mon discriminateur à être capable de reconnaître ce qu'est une image pédo de ce que n'est pas une image pédo. Donc lui, il va être performant. Et l'autre case en bleu, que vous voyez en haut, c'est le générateur. Le générateur, je lui donne une image quelconque et avec ses paramètres, je lui dis de me créer une image pédopornographique. Il va me faire quelque chose de très moyen au départ. Ça va arriver au discriminateur qui va dire c'est très moyen. Donc il y a une boucle de retour qui demande au générateur de s'améliorer. Et au fur et à mesure, il va s'améliorer, il va faire une très belle image pédopornographique. Cette image, elle va arriver au discriminateur. Le discriminateur va dire oui, c'est une image pédo. Et là, comme je sais que c'est une image synthétique, moi je vais lui dire non, tu n'es pas bon, améliore-toi. Et donc par une boucle d'itération, on a quelque chose à la fin qui est très réaliste. Et c'est comme ça qu'on voit le pape en doudoune, Angela Merkel et Obama, qu'on voit le président Macron dans une manifestation, qu'on voit Donald Trump avec des menottes. On peut faire un peu tout ce que l'on veut. Ça, c'est l'origine des deepfakes 2014. Donc c'est pas nouveau, les deepfakes. Des deepfakes, on arrive sur les deep nude. Les deep nude, c'est le visage souvent de jeunes femmes avec un corps. Et en fait, le corps ne leur appartient pas, mais c'est très perturbant. Et c'est des choses qu'on pourrait voir dans les cours d'école d'ici quelques temps, dans tout ce qui est harcèlement sur les gamins pour se moquer des uns et des autres. Donc ça, c'est une vraie inquiétude. Je ne vais pas vous rassurer, mais sur le centre d'analyse des images à caractère pédopornographique, j'ai été extrêmement surpris par le nombre de deepfakes qu'ils récupéraient régulièrement. Le deep nude qu'ils récupéraient régulièrement. Ils en ont des collections. Alors, nous, on a fait un test en gendarmerie, parce que le gendarme étant extrêmement compétent, on s'est dit le gendarme sera meilleur que la machine. Donc on a créé des vrais et des faux visages, et on lui a dit de deviner ce qu'était le vrai et ce qu'était le faux. Donc il a eu une série d'images, je sais pas, non, si on n'a pas eu la précédente, c'est pas grave. On a eu 100 images comme ça à détecter, et on s'aperçoit que l'humain est bon à un peu plus de 50%, la machine est bonne à 92-93%. L'algo le programme qu'on a développé. La machine prend 20 minutes, l'humain prend la machine prend 1 minute, 30 secondes, 1 minute, l'humain prend 20 minutes. Donc, en perquisition, pour trouver des images, pour nous, c'est extrêmement utile d'avoir quelque chose qui va très vite. La difficulté, c'est que ça, c'est bon avec les images sur lesquelles on s'est entraîné, les méthodes sur lesquelles on a entraîné. Si on génère des nouvelles images, les performances chutent. Et donc, il faut toujours être à la page. Être à la page, ça veut dire des machines de calcul, ça veut dire de l'investissement. Et donc, là, il y a un coût qui n'est pas négligeable. Mais quand je vois comment ici croit, et je trouve que pour vivre ici, c'est un vrai modèle, je vais peut-être demander un peu d'argent à monsieur le maire pour avoir des machines de calcul. Là, vous avez un autre exemple d'utilisation de l'IA générative fondée sur le vieillissement. Donc pourquoi on travaille là-dessus? Parce qu'en fait, on a des mineurs qui sont enlevés et 15 ans après, on les retrouve dans des sites pédopornographiques. Alors, je précise que c'est une image d'une personne qui n'existe pas, parce qu'on avait travaillé avec l'image de M. Dupont de Ligonnès, et on a un responsable du ministère de l'Intérieur qui nous a appelé pour nous dire qu'on n'avait pas le droit de le faire parce qu'on n'avait pas eu son consentement. C'est un peu compliqué d'avoir le consentement des personnes disparues, mais c'est ce qu'on appelle des règles de droit. Je sais que quand elle a la parole, après, je ramasse. Donc tant que j'ai la parole, j'en profite.
Oui, j'ai mis ce visage parce qu'en fait, il n'est pas très très bien fait en réalité. Il est bien fait plutôt sur la bouche, sur les dents, sur les cheveux. On m'a dit qu'il y avait un peu de barbe qui apparaissait, donc ça c'est un peu moyen, mais les yeux sont pas très bien faits en fait. Les yeux changent de couleur, ce qui montre qu'effectivement il y a un petit problème. Mais pour autant, c'est des outils qui peuvent nous être utiles. On publie nos travaux. Alors là, poussé par un ego assez démesuré, je l'avais montré celle-là ou pas? Donc là, vous voyez Jean Dujardin. Alors en principe, il y a le son, mais bon, s'il n'y a pas le son, c'est pas très grave. Et puis là, vous avez un autre acteur, un peu plus connu que Jean Dujardin. Complémentarité des moyens, raison pour laquelle nous en faisons. Bon, merci de me reconnaître, c'est parce que c'était il y a quelques années quand même. Des moyens zonaux. Juste pour vous dire, ce qu'on a fait, on a pris 2 vidéos libres sur YouTube. Et on a pris mon visage sur l'une et le visage de Jean Dujardin sur l'autre. Tout ça pour créer ensuite ce qu'on appelle un deepfake. Pardon. Bienvenue sur clap.ch. Donc vous avez mon visage d'un côté et de l'autre côté c'est Jean Dujardin. Je ne précise pas les côtés. Et en fait, quand vous avez qu'une des 2 vidéos, c'est très difficile de savoir laquelle est vraie et laquelle est fausse. Et vous voyez que les expressions sont complètement imitées. Ça, on l'a fait il y a déjà 3 ans. Qu'avec des outils gratuits. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est travailler avec des outils gratuits, parce que le criminel lambda travaille avec des outils gratuits. Donc on peut quand même faire des choses assez bluffantes. Vous mettez une vidéo comme ça, votre visage sur des images à caractère pédopornographique, vous serez content que la gendarmerie soit capable de détecter le vrai du faux. Là, c'est juste pour le plaisir de bien parler anglais, et parce que c'est un peu plus jeune, là c'est Robert Knepper, dans Prison Break. And they go, no, 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 tell me 5 more. And I feel like vous voyez mon anglais est complètement fluent. Finally, I just go, no, I'm not going to do that. I'm an actor. Là, vous voyez, on a volontairement laissé le visage derrière qui est pas ajusté pour montrer qu'il y a quand même un peu de travail. Mais c'est mon visage qui est mis sur la tête de cet acteur. Donc ça génère de la désinformation. Parce que quand on a ça, il faut être capable de retrouver le vrai du faux là-dessus. D'autres formes de désinformation, je vous présente pas. Là, si on peut voir le son, parce que ce qu'il dit est important. Le gendarmerie nationale est une arme à part. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de Wikipedia par 5 son budget de façon à améliorer les conditions de vie des gendarmes, améliorer l'équipement et le matériel des gendarmes. Et bien entendu, une forte proportion de ce budget sera consacrée à l'intelligence artificielle et à la cybersécurité. Donc moi je suis tranquille pour quelques années parce que tout l'argent va aller sur l'IA et puis on multiplie par 5. Tout ça pour vous dire qu'on peut faire dire à un peu qui on veut, ce que l'on veut. C'est moi qui ai parlé et puis on le transforme dans la voix d'Emmanuel Macron. On est capable de distinguer le vrai du faux. Oui. Alors on est capable, oui et non. C'est-à-dire que on a fait une application primée en 2023 sur le vrai du faux image, le vrai du faux audio, le vrai du faux textuel. À l'époque, on n'avait que ChatGPT et Llama de chez Meta, et on était capable de le faire. Malheureusement, aujourd'hui, cet outil il est dépassé. Donc, on est obligé de à chaque fois remettre. C'est quoi l'expression? L'ouvrage. Remettre. L'ouvrage sur le métier, j'allais dire l'inverse, l'ouvrage sur le métier, pour être à jour. Et donc on a des travaux avec des labos de recherche sur le sujet, parce que le gendarme ne peut pas consacrer tout son temps à la recherche, mais pour effectivement avancer là-dessus. Ah, tout à fait. Mais même avant les deepfakes, moi je travaillais à l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, on avait des images de guerre trafiquées. Où des choses disparaissaient. On portait un enfant, en fait, c'était pas un enfant, c'était une calache. Enfin, tout était transformé, biaisé, quoi. Donc ça, oui, on est capable de le faire. Là, je vais vous faire écouter un personnage. J'espère que vous allez reconnaître ce qu'il dit. Dans le cyberespace, à moins d'1 an, il va vivre son premier mois cyber. Et alors, ça veut pas dire que ce mois était inconnu de la gendarmerie. J'espère que vous avez reconnu. Bon, le deuxième, plus difficile. Pour les jeunes, ce sera encore plus difficile. Pour les moins jeunes, j'espère que ça va aller. Pensée d'un patron qui se laisserait convaincre d'investir de l'argent en France simplement parce qu'on l'a reçu dans un beau palais. Mitterrand, non. Non. C'est un acteur. Un acteur qui a souvent vu du bleu
Gendarmerie. Ah. Du Grand Bleu. Ah. C'est Jean Reno. Reno. Allez, on recommence. Ouais. Mais c'est un peu vexant. Pensée d'un patron qui se laisserait convaincre d'investir de l'argent en France simplement. Ce qui est un peu trompeur, c'est qu'il est avec un discours de M. Mélenchon. Donc ça perturbe un petit peu. Mais, et là, un autre audio, j'espère que vous allez reconnaître, parce que là, c'est pareil, c'est peut-être pour les plus jeunes. Il garde mi grand amour, pas même l'espoir d'être aimé. Johnny? C'est Johnny. Mais si, vous avez reconnu que c'était sur une chanson de Florent Pagny. Non, vous avez reconnu les paroles. Non, mais c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on, vous voyez comment on peut être biaisé. On entend les paroles, et en fait, on a fait cet exemple-là pour montrer qu'on pouvait le faire de façon chantée aussi. Mais écoutez, c'est quand même Johnny, quoi. Voir donner, il garde mi grand amour, pas même l'espoir d'être aimé. C'est Johnny. Bon, merci. Mais c'est intéressant de voir qu'on est capable aussi de l'appliquer sur des paroles chantées. Dans le cyberespace. Pensée d'un patron. Il faut du temps. Ouais. Oui. Est-ce que quelqu'un de lambda comme chacun de nous qui avons peu de bases de données de voix dans notre Internet? Non, il faut de la quantité de voix. Mais pas 10 000 heures. Hein. Mais il faut de la quantité de voix. Là, ce que je vais vous montrer, c'est une application à laquelle vous avez accès. Comme tout le monde a beaucoup apprécié tout ce qui est vaccin pendant le Covid, on s'est dit on va essayer d'avoir une approche vaccinale sur la détection des deepfakes. Et on a réalisé ça avec une start-up, Magic Lamp, pour acculturer les gens aux faux images et aux faux audios. Pourquoi? Parce qu'on est convaincu que plus les gens travaillent dessus, plus ils seront capables de détecter le vrai du faux, et plus ils seront sensibilisés sur le sujet. Donc là, par exemple, je vais vous montrer à quoi ça ressemble sur les images. Vous faites Start, et là, vous avez la barre qui défile. Il faut dire si c'est vrai ou si c'est faux. Je dis fake. Bon, je dis fake. Correct. Correct. Je fais exprès de faire quelques erreurs. Vrai ou faux? Vrai, mais selon quel critère? Bon, là, c'est facile. Fake. Ça va. Donc vous avez comme ça des images. Alors au début c'est assez simple. Je ne sais pas si certains ont utilisé des applis d'application de langue, et après vous avez le bilan où on vous donne votre score. Et au fur et à mesure que vous allez faire comme ça, ça va être de plus en plus complexe. Et l'idée c'est que vous atteigniez des niveaux au fur et à mesure et que ce soit un peu compétitif. C'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes qui l'utilisent. Vous mettez un pseudo et puis on vous dit combien vous êtes dans le challenge. Ouais, et je vais vous donner le QR code. Mais je voudrais vous montrer aussi sur l'audio. On va play again. Bon, c'est là que ça bug. Bref, vous avez de la même façon, vous avez de l'audio. L'audio, c'est quand même plus difficile. On voit qu'on est beaucoup plus mature sur l'image et on doit détecter si c'est vrai ou si c'est faux. Donc le QR code, c'est celui-là. Et puis le lien, c'est Reality Check de chez Magic Lamp. Donc vous saisissez ce QR code et puis vous aurez effectivement... attendez, je vais vous le mettre en grand. Vous aurez l'application. Autre exemple de trucage d'images, c'est ce qu'on appelle les attaques adverses. Les attaques adverses, ça fonctionne comment? C'est on injecte un bruit dans un système d'intelligence artificielle et on fausse complètement sa réponse. Typiquement, vous avez un panneau stop, votre véhicule autonome, vous roulez tranquillement en lisant votre ouvrage, votre livre, pas votre smartphone, parce que vous savez qu'il faut garder ses capacités cognitives, donc vous avez un livre papier.
Et vous savez que votre véhicule va ralentir parce qu'il y a un panneau stop. Et là, le véhicule se met à accélérer parce que lui, il aura vu 110 km/h. À l'aéroport, vous avez des lunettes avec un motif particulier. Vous êtes un criminel, on ne vous reconnaîtra jamais. Vous avez un polo, un t-shirt avec un motif particulier. La caméra va vous regarder. Elle ne vous reconnaîtra pas parce qu'elle va voir le motif qui va changer la réponse du système automatique. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les attaques adverses, et c'est quelque chose qu'on craint de plus en plus dans le champ cyber. J'arrive à peu près à la fin de ce que je voulais vous dire, parce que ce qui m'importe, c'est qu'on réponde à vos questions. Est-ce que tu veux dire un mot autour de Viginium, ce que c'est que Viginium? Ou à travers les questions qu'on pourrait poser, comme tu veux. Enfin, si vous avez des questions effectivement sur les sujets de désinformation, peut-être que je peux rajouter un mot à ce qui a été dit sur la définition de la désinformation. Si vous prenez le cas de la Russie, puisque vous le savez, la France a reconnu officiellement la campagne, la guerre informationnelle réalisée par la Russie il y a maintenant 2 mois. En fait, la stratégie derrière la désinformation, c'est de semer du doute. C'est pas que vous ne distinguiez pas le vrai du faux, c'est semer du doute. Parce que semer du doute, c'est effectivement saper la confiance. Et c'est là où il y a un vrai sujet, c'est que vous allez me dire, oui, mais le doute, en fait, ce n'est pas mauvais en soi. Non, c'est sûr. C'est pas mauvais. Par exemple, en intelligence artificielle, il faut savoir douter, typiquement, puisque on est sur de l'expérimentation, on est sur de l'empirique. Mais le doute n'est pas bon quand en fait on n'a pas toutes les bases, on n'a pas les fondamentaux, quand effectivement on n'a pas le socle pour justement savoir à quel moment ce doute-là emporte soit une vérité quelconque, soit une contre-vérité. Et c'est la raison pour laquelle le sujet de l'IA dans l'éducation nationale est extrêmement important. Non pas tant pour qu'ils apprennent à coder, mais que pour que justement ils aient cette fameuse théorie fondamentale qui permet de développer cet esprit critique. Et c'est cet esprit critique qui, à un moment donné, vous permettra de répondre à ce fameux doute. Donc c'était important pour moi de rappeler ça, c'est que en tout cas pour la Russie ou la Chine ou encore d'autres pays, c'est vraiment cet objectif-là, c'est de semer du doute. Donc il y aura autant de fausses informations que de vraies informations. Donc il y a une vraie difficulté ensuite pour essayer de recouper ces fameuses informations et finalement avoir la bonne information. Allez. La session. Sinon, moi j'ai des questions, mais on vous laisse poser des questions. Christine nous a dit qu'on était jusqu'à 22h et que si on arrivait à terminer plus tôt, on avait un pot. Allez-y. D'accord, très bien, bonjour. Vous parlez de l'IA et de la désinformation, mais à l'heure actuelle, est-ce que ce n'est pas plutôt les influenceurs, les youtubeurs qui sont à date le plus dangereux au niveau de la désinformation? J'en vois beaucoup autour de moi, des jeunes qui me sortent copier-coller de ce que l'influenceur, youtubeur ou instagrammeur dit sans beaucoup de recul. Est-ce que ce n'est pas là la première source du problème? Tu veux répondre? Il y a plusieurs choses dans votre question. Il y a à la fois les faux comptes, parce que ça fait partie des campagnes de désinformation de la part de certains pays. Donc effectivement, nos jeunes, ils sont très sensibles, parce que comment reconnaître, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, mais comment reconnaître une vraie influenceuse d'une fausse influenceuse? Maintenant, en fait, ça devient de plus en plus délicat, et il y en a de plus en plus sur Instagram. Et ensuite, après, j'ai envie de dire, le sujet, ce sont nos influenceurs, les vrais. Donc là, c'est une question aussi de confiance. Et là, malheureusement, alors je ne connais pas vraiment ce milieu de l'influence, mais que j'imagine très bien que l'appât du gain est bien plus important que la véracité de ce qu'on leur vend. Donc, d'où l'importance, effectivement, pour les enfants. Alors, on ne pourra jamais les empêcher d'être face à ces informations-là. En revanche, et c'est pour ça que c'est un des grands sujets aujourd'hui que porte la France au sein de l'Union européenne, en revanche, on peut limiter leur accès
à ces réseaux sociaux. Donc on essaie, il y a deux choses qui sont en train de se passer en ce moment à l'Union européenne. On essaie de responsabiliser les plateformes, justement sur les faux influenceurs ou en tout cas ou les influenceurs qui publieraient des fausses informations ou en tout cas qui diffuseraient des fausses informations. Donc il y a des règlements pour ça. Donc on essaie de porter des changements à ce niveau-là. C'est pas facile quand vous êtes face à des TikTok, du Facebook, du Meta, de leur dire que tout d'un coup ils vont être responsables de contenu, alors que en fait depuis qu'ils existent ils n'ont jamais été responsables de contenu. En fait ils offrent juste une plateforme et vous êtes responsable du contenu. Donc en fait, ce que tu es en train de faire l'Union européenne est totalement innovant parce que c'est quelque chose qui n'était pas encore arrivé, le fait qu'on les rende responsables de contenu sur Internet. Donc il y a ça. Et la deuxième chose, c'est l'accès aux réseaux sociaux. Vous le savez, la majorité numérique est à 15 ans. L'accès au réseau, normalement, est interdit avant 13 ans. Donc là, ce qui est mis sur la table pour les enfants, c'est que est-ce qu'on n'augmente pas cette fameuse majorité, enfin, en tout cas, cet accès au réseau, à la majorité numérique, donc à partir de 15 ans, justement pour limiter cette accessibilité à certains réseaux, parce qu'il n'y a pas d'autre choix, en réalité. Et on a fait une conférence, nous, sur les jeunes et l'intelligence artificielle, et le sujet m'est apparu encore plus complexe. Parce que je pensais que quand vous dites à des personnes, des parents, vous leur dites le seul moyen de lutter contre ça, c'est bien évidemment de ne pas leur mettre des réseaux sociaux dans les mains, trop jeunes en tout cas, parce qu'en fait, cérébralement, cognitivement, ils ne sont pas capables de comprendre ce qui se passe. Quand vous leur dites, parce qu'on nous a posé la question, bien à quel âge on peut mettre un chat GPT dans les mains d'enfants ? Au lycée. Voilà, tout simplement. Donc on peut discuter pendant des heures. Non, le lycée, parce qu'en fait, avant, ils sont pas capables de comprendre l'information la réponse que donne le ChatGPT. Et quand on dit ça, et quand on pose aussi le constat, les chiffres, que un enfant à 8 ans est sur les réseaux sociaux, c'est à partir de 8 ans. Eh bien, en face de nous, on a quand même beaucoup de parents qui nous disent « Ouais, mais c'est impossible pour nous. » Je m'interroge là quand même. C'est impossible pour nous de contraindre l'accès au réseau. À 8 ans, à 10 ans, à 12 ans. Si, en tant que parent, on n'a pas la main mise sur des enfants jusqu'à 15 ans, bon, c'est un autre sujet, mais ça m'a interrogée parce que ce que j'ai entendu de la part de ces gens-là, c'est que fait l'État, justement, pour nous offrir des solutions, parce que nous, on n'est plus capable d'interdire cet accès-là. Et c'est ça qui m'interroge, c'est que ces réponses numériques-là, si je pouvais conclure là-dessus, mais les réponses numériques, les réponses sur l'intelligence artificielle, en tout cas, elles se situent bien évidemment dans la sphère de l'éducation nationale, dans l'instruction, mais elles se situent avant tout, bien évidemment, au sein des familles. Et c'est pour ça qu'on parle d'inégalité sociale avec des technologies comme l'intelligence artificielle, parce que effectivement, si vous êtes un parent qui est déjà, si vous êtes un enfant dans une famille qui est déjà très éduquée aux impacts de l'intelligence artificielle et de la technologie, a priori, votre enfant sera mieux sensibilisé. Vous prenez d'autres milieux sociaux, bien évidemment que si les parents n'ont pas l'information ou ne sont pas disponibles, eh bien on a toute une génération qui sera abîmée. Donc je suis ravie que ça soit une grande cause nationale de la France cette année, en tout cas vis-à-vis des enfants. Et c'est un sujet de discussion qu'il faudra porter à un moment donné, au plus haut niveau, et puis à un moment donné pendant les élections. Et je le souhaite effectivement sur ce qu'il faudra faire vis-à-vis de nos enfants. La Chine décide de couper les réseaux à un moment donné, oui, non. Je vois que certains pays de l'Europe décident aussi de couper les réseaux, l'accès à des réseaux à des enfants à partir d'un certain âge. C'est un sujet qui pour moi est un sujet de société, un vrai sujet de débat de société, en tout cas, pour nos enfants. Moi, juste, ça me fait penser à une chose que vous dites, c'est qu'effectivement, quand on parle de désinformation, il faut arrêter de penser qu'il n'y a que l'IA. Et ça, c'est une vraie remarque. C'est-à-dire, les influenceurs font mais la publicité, fait de la désinformation.
Mais c'est dans ce sens-là. Merci de cette question parce que on a tendance à focaliser sur l'IA. Il y a tellement de désinformation au-delà de l'IA et elle existait avant l'IA. Et pas que pour les jeunes, malheureusement autour de moi. Pas que pour les jeunes. C'est un vrai fléau. Oui. Mais je pense que par rapport à ce que disait Isan, il y a vraiment cette notion de responsabilité à un moment sociétal et des parents par rapport à tous ces enjeux d'éducation en fait. Mais peut-être, ouais. Je rajoute juste un élément. La raison pour laquelle on n'arrive pas à se détacher et à se détacher de ces technologies, c'est qu'elles jouent sur le fait que ces technologies nous font gagner du temps. Et comme on court tout le temps après le temps, bien évidemment que en fait, il est encore plus compliqué d'éduquer. En réalité, la meilleure arme pour bien comprendre ce que c'est que ces technologies, la meilleure arme, c'est de se réapproprier le temps. Et quand vous dites ça, effectivement, au sein de l'éducation nationale, vous leur dites, il faut leur apprendre ça, se réapproprier le temps. Se réapproprier le temps, c'est faire du sport, c'est se balader en forêt, c'est lire des livres. Voilà, le livre n'est pas juste pour savoir quels ont été nos grands auteurs qui ont fait effectivement la grande histoire de la littérature française. Au-delà de ça, est-ce qu'on pourrait rappeler basiquement, ça fait partie des théories fondamentales, à quoi sert un livre? Donc ça, c'est un vrai sujet. Pardon. Je me dépêche là-dessus. Ouais. Non, mais c'est un vrai sujet sur cette notion de temps. C'est un vrai risque humain. Ah oui, pardon. Je laisse la parole à Isance. Je m'arrête. Allez-y, il y avait une question. Elle a répondu peut-être. Non, plus ou moins. En fait, il y a deux questions. J'ai en termes de souveraineté. La première, c'est pour rebondir sur ce que vous disiez. En fait, j'ai appris qu'il y avait 2 TikTok. Il y a un TikTok pour nos enfants en Occident et il y a un TikTok chinois. Le TikTok chinois, il est modulé et les enfants chinois ne peuvent pas être sur TikTok plus de 40 minutes par jour. Et les contenus, évidemment, sont uniquement des contenus éducatifs. Donc il y a une grande différence entre ce que nos enfants font en Chine et en Occident. En Occident, la moyenne, c'est 5-6 heures sur TikTok. Donc les enfants ont du temps. Et mon autre question, c'est sur la souveraineté, parce que et ça c'est plus sur l'IA, toutes les plateformes ont des données, sont américains et ont des données majoritairement américaines. Donc, je pense qu'il y a des biais à travers l'IA en termes de culture. Je voulais savoir quel était votre avis et comment vous travaillez pour éviter ces biais-là. Je vais répondre à la première, je vais laisser Isance répondre à la seconde parce qu'elle a fait une excellente réponse il y a quelques temps sur la notion de souveraineté. Donc je la laisserai y répondre et puis si j'ajouterai peut-être quelque chose, mais je pense que ce sera largement complet. Sur la notion chinois-Europe, c'est intéressant ce que vous dites. Comment est né Alibaba, Baidu, Tencent? Vous savez, c'est les grands, les big tech chinoises. En fait, elles sont nées en interdisant Google, Amazon, Facebook, etc. sur le territoire chinois. Et donc, il y a une volonté de la Chine, à cette époque-là, d'aller très vite dans ces technos-là. Et ils ont interdit. En Europe, on va jamais interdire. Donc c'est aussi un sujet. Donc on n'aura pas de big tech. Il faut arrêter de s'illusionner. Le combat des big tech, il est perdu. On n'aura pas de big tech en Europe. On en a en Chine parce que c'est un pouvoir autoritaire. Donc c'est pas ce qu'on souhaite non plus en Europe. Hein. Mais du coup, ils ont aussi gardé cette autorité de protection de leurs enfants. C'est-à-dire le TikTok, c'est pas ouvert. Nous, on ouvre tout. Et je pense qu'à un moment, il va se poser une question quand même dans les années à venir de qui aura fait le bon choix par rapport aux générations qu'on va produire. Alors, je suis pas là pour clamer d'aller vers un régime autoritaire, mais je crois qu'il faut à un moment remettre des règles, remettre du droit, mais du droit tout droit, pas à l'envers.
parce que moi, objectivement, sur les règles de droit, je m'y perds des fois un petit peu. C'est tellement complexe, c'est tellement illisible. Et des fois, sur la réglementation européenne à l'IA, on en parlait encore cet après-midi. Au début, la réglementation, elle disait, il faut éliminer les biais dans l'IA. C'est impossible. C'est-à-dire qu'à un moment, faut pas faire n'importe quoi en termes de réglementation. Je te laisse répondre sur... Est-ce que j'ai répondu un peu sur l'aspect TikTok? Je te laisse répondre sur la souveraineté et la capacité à dire non. Que j'aime votre question sur l'idéologie derrière. Parce que, bien évidemment, c'est quelque chose que j'entends pas encore assez aussi au sein de débats de société. C'est que l'IA n'est pas une technologie comme une autre, puisqu'elle est porteuse d'un nouveau projet de société. Pourquoi? Qu'est-ce que vient faire l'IA? Elle vient consacrer la fusion de deux mondes. Le monde cyber et le territoire physique. En vous proposant quoi? De traiter massivement toutes les données qui nous entourent. Ça, c'est ce qu'elle sait faire. Effectivement, cette fameuse intelligence artificielle. Et elle est doublée d'autre chose, c'est que elle est accessible, elle est modulable et elle est complètement réversible. Ça s'était jamais vu. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une technologie qui est dans vos mains et on vous dit, grâce à ça, tu peux traiter massivement des données et grâce à ça, tu vas pouvoir enfin, tu vas pouvoir dire comment peut s'organiser le monde de demain, puisque ce qui est en train de se décider, là, c'est la fusion de deux mondes et donc un nouvel espace qui est en train de se créer. Et c'est pour ça que vous entendrez toujours des grands acteurs comme des Sam Altman, OpenAI, ChatGPT, ou encore le président indien ou le président chinois parler des sujets d'intelligence artificielle comme l'occasion inespérée de créer un nouvel ordre international, puisque ça vient consacrer deux mondes, et un nouveau modèle de société. Sam Altman, il est allé à l'ONU l'année dernière, et il a dit, écoutez, avec cette technologie-là, avec ce ChatGPT, qui est un grand modèle de langage, donc par essence, en fait, c'est de la parole et de l'écriture, je vous propose effectivement une nouvelle vision de la société. Et moi, ma vision, c'est que le monde peut être dit sans État. Et je demande à l'ONU de reposer la question du nouveau pacte social. Ce qui m'a étonné quand il a fait cette annonce-là, qui n'est pas du tout anecdotique quand même, c'est que ça n'a pas fait plus que ça réagir les États, les présidents qui étaient là. Quand vous avez un président chinois, un président indien ou des présidents en Amérique du Sud qui vous disent que c'est enfin l'occasion de valoriser au sein de l'ordre international des valeurs qui ne seront plus occidentales, là aussi, ça m'interroge. Alors là, je vois bien que le président Macron, si vous voulez, le sujet de la gouvernance, il s'y est bien attelé, en se disant quand même qu'il y avait une question de survie, effectivement, pour les valeurs occidentales. Quand vous avez les Émirats qui vous proposent JSAT, qui est le ChatGPT, leur ChatGPT à eux, ils vous disent en fait, on a plus de 400 millions d'arabophobes dans le monde. Donc, bien évidemment que je vais créer une technologie qui parle effectivement à la population arabe et que c'est une façon aussi de réaffirmer cette culture-là dans ce monde-là. La question de la souveraineté, elle se joue donc dans ce fameux modèle de société aussi, derrière le choix que vous faites des technologies d'intelligence artificielle. Elle se joue au niveau de l'Europe sur sa capacité à survivre en fait face à des volontés hégémoniques. Il y a des grandes puissances qui, grâce à ces technologies, vous disent que non, le monde ne sera pas dit par des valeurs occidentales. Bon, ok. Et puis ensuite, ça se joue au niveau de la France, tout simplement. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous savez qui est l'homme qui chuchote à l'oreille de Trump. C'est un homme qui s'appelle Yarvin. Ce bon Yarvin, il vous dit l'État, ça se dirige comme une entreprise.
Et je vois pas pourquoi est-ce qu'il serait encore gardien des fonctions régaliennes. Pourquoi est-ce que, en fait, on n'externaliserait pas ces fonctions régaliennes? C'est pour ça que Donald Trump a dit que la monnaie numérique, ça ne serait pas un sujet de l'État. Alors comment ça, battre monnaie ne serait plus une fonction régalienne? Ce qui, moi, m'interroge maintenant, quand je suis en France, et que nous avons les entreprises américaines qui viennent nous proposer des technologies effectivement américaines, je me pose la question de qu'est-ce qu'elles nous vendent derrière, au-delà de la technologie? Quel modèle de société on nous propose derrière? Quelle ambition il y a aussi derrière? Et comment est-ce que nous, on peut résister justement, ne serait-ce que alors dans le champ de la gendarmerie, hein, pour que nos fonctions régaliennes survivent à tout ça. Et c'est quelque chose que je regrette un peu, c'est que l'État ne pense pas assez en mode survie. Il est persuadé que, que son rôle est là, que sa place est toute faite, alors que je vois bien toutes les forces extérieures qui n'arrêtent pas de lui dire que non. Il y a des mouvements libertariens, il y a d'autres mouvements idéologiques qui devraient quand même t'interroger sur le fait que l'État ne peut ne pas survivre à ça, bien évidemment. Et comme l'intelligence artificielle, en fait, ils ont gagné la bataille du B2C. En fait, ils viennent taper directement dans la société. Puisque tout le monde utilise Google, tout le monde utilise Facebook, tout le monde utilise Instagram, TikTok et autres technologies, bien évidemment que c'est par la société que, en fait, on déstabilise tout un État. Et donc, pour conclure, la souveraineté, c'est une vraie capacité aussi à poser ses conditions. Là, on ne pourra pas faire sans les big tech, comme l'a dit le général Perrotte, on n'a pas de big tech, donc voilà. Mais en revanche, il faut savoir poser nos conditions, d'où le sujet de la bataille des talents. D'où le sujet de la bataille des investisseurs. On n'a pas assez d'investisseurs sur les sujets en intelligence artificielle et en cyber au sein de l'Union européenne. Et donc, c'est une façon aussi de poser nos conditions quand on choisit. Je ne sais pas si on choisit, en fait, en réalité, des technologies américaines, mais en tout cas, quand on doit les prendre, il faut qu'on puisse poser ces conditions et puis il faut qu'on puisse comprendre tout ce qui se joue derrière, au-delà de la technologie, au-delà des sujets financiers, bien évidemment qu'il y a tout un modèle de société qui se joue derrière, bien sûr. Je voudrais juste que vous utilisez de la gendarmerie nationale. Est-ce que vous avez contractualisé avec les plateformes d'IA pour être sûr que elles ne soient pas aux États-Unis, elles sont stockées sur des serveurs en Europe, etc. Oui, alors la gendarmerie a cette particularité de ne pas travailler sur un cloud. Donc on a nos serveurs classiques, ce qui fait que du coup on est un peu en retard sur certains aspects. Hein. Il va falloir un moment qu'on passe sur un cloud souverain. Et le ministère de l'Intérieur y travaille, hein, mais c'est un vrai sujet, mais il va falloir qu'on passe un peu la vitesse supérieure là-dessus. Mais de fait, nos données sont pas à l'étranger et on est garant de ces données qu'elles ne sont pas à l'étranger. Chaque fois qu'il y a une enquête judiciaire, on collecte plein de données. Ces données sont toujours stockées sur nos serveurs. Moi, je sais où ils sont, mais bon, bon, c'est plutôt dans l'est de la France, dans l'est de Paris. Mais effectivement, c'est sur nos propres serveurs. Il y avait une question sur la droite, monsieur, ouais. Oui, c'était excellent de commencer par la notion de liberté parce que pour moi c'est l'enjeu fondamental par rapport à l'IA. Et par derrière la liberté, il y a la démocratie. Tout à l'heure, on a un peu évoqué avec les réseaux sociaux parce que en ce qui concerne les médias, si c'est compliqué avec les réseaux sociaux, c'est qu'on n'a pas le choix. Je vais m'expliquer. En ce qui concerne la radio, on a des radios publiques et des radios privées. En ce qui concerne la télévision, pareil, pour s'informer, il y a le public et le privé. Ça n'existe pas pour les réseaux sociaux. Et donc, effectivement, d'où mon embarras, parce que comment faire la discrimination ? Voilà, donc ça c'est ma préoccupation par rapport à l'IA. Et tout à l'heure vous parliez aussi de la nouvelle génération.
Vous disiez, Madame Issens, que ça serait une génération abîmée, mais il y a aussi effectivement d'autres enjeux, c'est que c'est cette nouvelle génération qui va nous remplacer, et que petit à petit, nous, moins jeunes, on va être de plus en plus minoritaires, et que c'est cette nouvelle génération qui, en tant que nouvelle majorité, va effectivement nous imposer ses choix par le biais de la démocratie. Moi, je voudrais pas être dans le cas de rhinocéros, c'est-à-dire être le dernier, effectivement, à penser autrement. Voilà, j'ai dit des choses par rapport à tout ce que vous avez dit. C'est juste une remarque peut-être sur la notion de réseaux sociaux privés publics. Vous parlez du réseau ou vous parlez de l'information qui est dispensée? Je parle de réseau. Oui, parce qu'effectivement, il n'y a pas de LinkedIn. J'aimerais bien au moins qu'il y ait un réseau européen. Oui, mais nous aussi. Mais les serveurs, les machines de calcul, de données. Mais après, je vous invite à aller voir le LinkedIn de la gendarmerie, le TikTok de la gendarmerie, parce qu'on diffuse quand même beaucoup d'informations là-dessus. Mais c'est de l'information étatique, mais sur un réseau effectivement privé dont on n'a pas la maîtrise. Sur ce sujet, peut-être que je peux vous recommander un livre, si vous ne l'avez pas déjà lu, de David Colomb, qui s'appelle La guerre de l'information, et qui parle très bien justement de sa proposition de créer un réseau social européen qui serait géré par une fondation publique, voilà, qui certifierait en tout cas l'information. Je dirais pas la véracité, mais l'authenticité de l'information. C'est très différent, hein. La véracité de l'authenticité. L'authenticité, c'est un peu les notes de bas de page que vous auriez à la fin d'un document. C'est que vous savez d'où ça vient. Et je trouve ça très intéressant de lire cet auteur aujourd'hui, parce que vraiment dans son livre là, il a refait une nouvelle édition il y a 2 mois, et il réexpose en fait les tenants et les aboutissants de cette guerre de l'information et du besoin de réseau. Après, c'est très compliqué, hein. C'est plus facile de créer un réseau quand on est une entreprise privée que quand on est l'Europe. Parce que l'Europe, il y a un certain nombre de partenaires qui ne sont pas tous d'accord pour participer à certains débats européens. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. On est nombreux. On n'a pas tous les mêmes régimes politiques entre guillemets, hein. On n'a pas tous la même orientation, que ce soit vis-à-vis des US ou de la Russie. Donc c'est compliqué d'avoir aussi notre réseau, quoi. Oui, il y a un autre exemple qui m'était venu à l'esprit, c'est la bibliothèque. Quand j'entre dans une bibliothèque, j'y vais en toute confiance, parce que je sais qu'il y a des professionnels qui encadrent, qui font les choix des livres pour mettre à la disposition du public. Et les réseaux sociaux, non, on peut pas faire. Oui, mais vous pouvez pas aller chercher des livres qui ne sont pas dans la bibliothèque. La bibliothèque est beaucoup plus limitée que ce qu'il y a là-dedans, quoi. Oui, d'accord. Moi, j'aime bien prendre l'exemple de l'encyclopédie. Moi, j'aimais les encyclopédies. Quand j'étais jeune, j'avais tout l'univers. Et aujourd'hui, je vois mes enfants, ils vont plutôt chercher des informations sur Internet. Et en fait, sur Internet, ils ont une multiplicité de points de vue que moi, je n'avais pas dans mon tout l'univers. J'avais la version d'un expert. Et aujourd'hui, c'est la notion de véracité. Est-ce que c'est vrai ce qui est dit? C'est plus compliqué. Mais en réalité, là-dessus, il y a plus de diversité de points de vue que dans une encyclopédie. Bon, je préfère toujours les encyclopédies, mais c'est générationnel. Mais comment on fait la discrimination? Ouais. Ah bah ça, après, c'est aussi... mais je pense que plus on est éduqué, plus on fait de la discrimination. Donc c'est tout l'enjeu de l'éducation. Oui. Général Michac de l'armée de l'air, j'ai passé 35 ans dans l'armée de l'air, non pilote, comme officier renseignement. Renseignement, anglo-saxon, c'est intelligence. Et quand j'ai entendu parler de l'intelligence artificielle, je me suis dit ça, c'est une traduction de l'anglais, parce qu'il y a beaucoup de choses en Angleterre. Et donc, il s'agit de renseignement. Et j'étais un peu déçu de voir que c'était non pas du renseignement, mais de l'intelligence au sens français du terme. Ceci dit, je reviens à ma question. Est-ce que, à votre avis, dans l'intelligence telle que nous conçoivent les anglo-saxons, quel est l'apport de l'intelligence artificielle, à la fois dans la recherche ou dans la défense? Extrêmement développé. Extrêmement développé, et beaucoup ont eu la même idée que vous.
enfin la même pensée, et certains ont même eu l'idée de dire que l'intelligence artificielle c'était la recherche d'informations. Au sens anglo-saxon du terme. Dans l'intelligence, on peut, dans le domaine du renseignement, on peut essayer de retrouver, on en parlait un peu tout à l'heure, mais tout ce qui relève des signaux faibles par rapport à des événements qui pourraient arriver. On peut faire de l'offensif, attaquer des cibles en faisant ce qu'on appelle de l'ingénierie sociale par rapport à une entreprise, par exemple, qu'on veut attaquer. On va se renseigner sur le net et toutes les données. Ça, c'est l'IA qui va nous le faire et qui va nous dire par où attaquer. Donc, l'IA dans le domaine du renseignement est extrêmement utilisée et dans ce domaine beaucoup plus qu'ailleurs, parce qu'ailleurs, elle l'est beaucoup moins. Elle est utilisée à la fois sur les techniques d'influence, les techniques défensives, c'est-à-dire faire attention aux attaques, et les techniques offensives, c'est-à-dire être intrusif chez l'adversaire. Mais ça, c'est réservé aux renseignements et aux armées, cet aspect offensif. Nous, on peut faire du défensif, on peut faire de la lutte d'influence, mais on ne fera pas effectivement d'offensif. Oui. Vous avez émis des inquiétudes quant à une sorte de gouvernance numérique des États qui se généralise. Est-ce que le fait que l'Union européenne n'ait pas d'intelligence artificielle à proprement parler, même si la France a le chat, ça représente un réel danger? Et en quoi? Est-ce que c'est parce que vous reconnaissez que l'intelligence artificielle est un super pouvoir, peut-être plus important que les autres actuellement? Oui, alors un mot, après tu compléteras si tu veux, Isance. Le chat, en fait, il a tué son concurrent allemand. Donc vous voyez qu'en Europe, on sait aussi travailler ensemble. Les Allemands avaient essayé de développer leur propre LLM, large modèle de langage, et en fait, ça n'a pas marché, c'est Mistral qui l'a emporté. Mistral, c'est français, donc Cocorico, mais il y a beaucoup de données américaines. Et objectivement, moi, je reproche pas complètement, parce qu'à un moment, si vous voulez avoir une surface commerciale, bah, vous allez chez qui? Vous n'allez pas chez Thales, vous n'allez pas chez Idemia, vous allez chez Google, vous allez chez Microsoft, vous allez chez Amazon. C'est là que vous avez votre surface. Et on peut se réjouir d'avoir un Mistral qui, même s'il n'a pas que des données françaises et européennes, il en a quelques-unes. Et par rapport à ce qui était évoqué tout à l'heure, en termes de modèle de société, il est beaucoup plus attentif que les modèles stricto sensus américains. Et je trouve assez étonnant aujourd'hui dans le contexte géopolitique dans lequel on est, c'est qu'on a tendance, nous, à toujours faire confiance au modèle américain. Je pense qu'à un moment, il va falloir aussi se poser la question de tous ces modèles américains. Qu'est-ce qu'ils véhiculent? Parce qu'on l'a dit, c'est du soft power. Ils véhiculent des idéologies aussi, libertariennes ou autres. Et ça, c'est un vrai enjeu. On n'en a pas au niveau européen, donc effectivement. Après, ce qu'est en train de faire Mistral, et je pense qu'ils ont compris, c'est que là, il y a quand même beaucoup de concurrence sur la place. Et ils auront du mal à être à la hauteur d'OpenAI et autres. Donc ce qu'ils se disent, c'est que plutôt que de faire des larges modèles de langage pour la Terre entière, on va les faire spécialiser. Et moi, je crois beaucoup à ces larges modèles de langage spécialisés. Typiquement, nous, en gendarmerie, on a besoin de larges modèles de langage pour la police judiciaire ou pour le renseignement. On n'a pas besoin d'aller chez ChatGPT ou même Mistral. On a besoin de quelque chose de thématique. Et c'est ce que Mistral est en train de faire, c'est-à-dire pour les entreprises, essayer d'avoir, pour les domaines d'activité, la pharmacie ou autre, avoir des sectorisations comme ça. Et je pense que c'est une belle façon de se transformer et peut-être d'étendre encore leur insertion dans le marché. Vous évoquez danger pour l'Europe. Alors, j'ai du mal à saisir ce terme danger. Danger pourquoi? Parce que vous craignez qu'elle perde son identité, ou vous craignez que ça vienne taper un modèle particulier? Non, je revenais par rapport à ce que vous disiez, par rapport aux intelligences artificielles qui se créent comme Falcon pour les Émirats Arabes Unis, ou enfin voilà, plusieurs modèles d'intelligence. Et que l'Europe soit en retrait par rapport à ça, en retard. Okay. J'avais cru percevoir que vous trouviez que c'était peut-être un danger.
Alors, non, le danger là, il est. Alors, je me suis sans doute mal exprimée parce que sur l'Europe, j'ai un regard plutôt positif, à la différence de mon voisin de gauche. Duquel voisin de gauche, pardon. Pardon, mais c'est gratuit. Là. Non, je parlais juste du général Perrotte. Je ne sais pas pour vous, monsieur le maire. Non, le danger, il est plutôt pour l'État français et l'incapacité de nos dirigeants français à comprendre ce qui se passe derrière les grands projets d'intelligence artificielle. Donc, je vois bien qu'il y a un vrai sujet sur l'investissement. Je vois bien que, effectivement, il y a un sujet sur l'éducation, mais j'ai une interrogation quant au fait de penser que l'État croit que eh bien il est stable, que ces fonctions régaliennes on ne tapera pas là-dessus, etc. Comme si rien n'allait se passer. Et ne pas penser en mode survie. C'est ne pas penser en mode performance de la fonction publique, etc. Mais c'est juste parce qu'on s'est pas mis en mode survie. Et donc, bref, donc je m'interroge surtout sur voilà sur ce qui se passe dans la fonction publique française, ou en tout cas dans l'esprit de nos dirigeants français sur ce sujet-là, en tout cas. Quant à l'Union européenne, je suis positive parce que elle est en train de vivre un tournant, voilà, assez extraordinaire. Donc il va falloir un peu de temps, c'est sûr. Elle va dépendre effectivement de ces grandes entreprises américaines. En réalité, je ne sais pas si le sujet c'est d'arrêter des dépendances. On est dans une économie mondialisée, donc là encore, le sujet c'est d'imposer ses conditions. Et ce que je dis souvent, c'est que l'Union européenne, elle s'est créée en mode défensif. Donc là, elle est en train de se mettre en mode offensif, alors avec tout un arsenal réglementaire. Bah oui, parce que en fait, traditionnellement, c'est une grande juriste. Et puis alors, dans le numérique, elle s'est érigée en droit du numérique au moment du traité de Lisbonne en disant il y a les données personnelles d'un côté, il y a les données non personnelles de l'autre. Donc voilà, elle est cette grande juriste depuis plus de 20 ans, et elle essaie là de se transformer en tant qu'entrepreneur, donc de faire venir des investisseurs. Elle essaie aussi, et ça c'est assez extraordinaire, ça c'est la main d'Emmanuel Macron, elle essaie de devenir une grande puissance politique surtout. Et quand vous voulez effectivement combattre dans le champ du modèle de société, dans le champ de la démocratie, vous n'avez pas le choix que d'être une grande puissance politique. Je vais vous donner un exemple extrêmement concret pour que vous puissiez saisir comment est-ce qu'elle devient une grande puissance politique, au-delà de ce qui se passe autour de l'Europe de la défense. Au Conseil de l'Europe, eh bien, il y a un traité international qui a été, on a mis en place un traité international sur l'intelligence artificielle. Beaucoup de pays l'ont signé, dont les États-Unis d'ailleurs. Et figurez-vous que chaque pays de l'Union européenne aurait pu signer ce traité. Il a été décidé que ça serait l'Union européenne la Commission européenne pour être exact, qui tiendrait le stylo pour signer ce traité international. Ça m'interroge. Ça m'interroge, ça veut dire que c'est cette Commission européenne qui négocie pour nous les éléments dans ce traité international, qui va négocier pour nous effectivement la transposition, et tenir le stylo de la signature d'un traité, c'est pas du tout anodin. C'est en fait commencer à devenir une vraie puissance politique. Et d'ailleurs, si vous avez écouté Emmanuel Macron dernièrement, là il y a une semaine, il a évoqué ce sujet-là. Il a dit mon sujet, c'est que effectivement cette Union européenne devienne une vraie puissance politique. Donc elle est en train là effectivement de prendre un vrai virage, c'est un vrai tournant, pas que réglementairement parlant, mais aussi économiquement et politiquement parlant. Mais pour éviter quand même de la désinformation, j'ai rien contre l'Europe. Et peut-être par rapport à la façon dont j'ai compris moi votre interrogation, en fait c'est plus une histoire de citoyens européens que de structures européennes, dans le sens où si les citoyens européens n'utilisent que des larges modèles de langage qui viennent des États-Unis, eh ben on sera sur des valeurs américaines. Si on utilise des larges modèles de langage qui viennent que de la Chine, on sera sur des valeurs chinoises. D'où l'intérêt peut-être à un moment d'avoir
notre LLM européen, mais c'est compliqué. Donc, ce qu'il faut, c'est toujours garder en tête qu'il y a ce risque-là, effectivement, en tant que citoyen, de savoir ce qu'on utilise, quoi. Typiquement, hein, on en parlait, mais vous parlez de DeepSeek, de Tiananmen à DeepSeek. Je vais vous dire que ça s'est bien passé. Je n'ai pas cherché sur ChatGPT à propos des incidents du Capitole pour utiliser un euphémisme, mais je ne sais pas s'ils en parlent. Ce serait intéressant d'aller y retourner. Et vous pensez pas que là c'est un peu tard pour l'Europe, Il n'est jamais trop tard. Non. Non, il faut restons optimistes. Il est jamais trop tard. Et puis, moi, je suis confiant sur la génération qui arrive. On est toujours inquiet par les générations qui nous poussent dehors, mais c'est parce qu'elles nous poussent dehors, en fait. Mais je crois que nous, on a pris tout ça, enfin, en pleine face. Vous êtes presque né avec, donc je pense que vous aurez peut-être une meilleure maîtrise et un libre arbitre par rapport à tout ça, qui, j'espère, fonctionnera mieux que ceux qui les prennent en pleine face. Mais en tout cas, on sera plus vite dépassé que nos parents, et vous serez plus vite dépassé que nous. Alors, je voudrais juste dire un mot, parce que notre commune a flairé les choses avant. La semaine dernière, j'avais enfin l'accord pour Microsoft. C'est moi qui ai fait venir Microsoft sur la ville il y a 30 ans. Et quand Macron a été à Versailles, non pas cette fois pour le Choose France, mais il y a quelques mois, il y avait tous ces députés autour, on serait cru à la cour de Louis XIV, la plupart d'ailleurs ne connaissant même pas le président. Et il est venu un monsieur que je ne connaissais pas, qui me dit je suis le patron de Generali. C'est avec vous que nous avons traité l'affaire Microsoft il y a 30 ans. Ce monsieur, c'est monsieur Lombard, qui est aujourd'hui ministre des Finances. Et depuis quelques mois, je suivais les ragots et Microsoft, qui a plus ou moins acheté l'intelligence artificielle avant tout le monde. Ils ont fait des manœuvres, ils sont arrivés cachés. C'est Microsoft qui possède l'intelligence artificielle. Et depuis quelque temps, vous voyez leur grand immeuble à l'entrée de la ville quand même. Ils avaient déjà affiché des lettres pour des locaux à louer. Donc j'ai joint monsieur Lombard pour dire... Dans votre jeunesse, vous avez été intelligent, et là, je vois qu'on va partager l'empire d'Alexandre, etc. Et ça a été dur, parce que lui-même, il laissait faire, quoi. Mais sur la ville, nous avons Microsoft, qui change souvent, qui fait la montagne russe. Ils sont très forts, puis après ils s'effondrent, leur action s'écroule. Ils sont... très malin pour remonter. Et là, je me suis dit, ils sont en train de louer des morceaux de leur siège à d'autres, etc. Il y a à côté Capgemini. Capgemini, c'est quand même 185 000 personnes, dont 100 000 Indiens. Car les Indiens se démerdent très bien en informatique, etc. Et alors c'est amusant, ils sont même venus au musée de la carte à jouer, en disant qu'ils viennent foutre ici, parce qu'au musée de la carte à jouer, il y a quelques mois, on a fait une exposition de cartes à jouer faite sur des coquilles d'huîtres par les Indiens, il y a 2000 ans. Et leurs jeunes ingénieurs n'avaient même pas ça à New Delhi ou ailleurs. Ils sont donc venus au musée de la carte à jouer pour voir ce que leurs ancêtres ingénieurs avaient déjà fait. Vous vous rendez compte? C'est admirable. Ce sont des objets d'art, n'est-ce pas? Mais en Inde, c'est pas les derniers, hein. C'est pas les derniers. Et on a co-présidé le sommet pour l'action sur l'IA avec l'Inde. Voilà. Pour cette raison. Alors, vous voyez, même au niveau d'une ville, vous avez Orange aussi, qui est très fort chez nous. Hein. On avait hier une soirée pour les 70 ans de l'ICEP. L'ICEP vient enfin de passer les accords avec les Sulpiciens, puisque le séminaire, c'est les Sulpiciens.
il a fallu que quelqu'un comme moi, qui ne va pas à la messe, intervienne pour recoller les morceaux. Et enfin, n'oubliez pas que la Catho de Lille a récupéré l'immeuble des Gens Nouvelles dans l'île Saint-Germain, et ils sont 1500, et ils avaient doublé dans la ligne droite la Catho de Paris qui était très vexée. Alors maintenant, on s'est vu hier, le recteur était là, etc. Et on va donc recoller l'ICEP avec la Catho de Paris pour récupérer les bâtiments du séminaire qui appartiennent aux Sulpiciens, qui haïssent les autres. Mais les Lassaliens se démerdent, et la Catho de Paris est donc venue dire, eh ben on est d'accord pour mettre des sous. C'est formidable, ça. On va être sauvés par les curés, vous voyez. N'oubliez pas qu'avant, l'Église était une grande puissance intellectuelle, sociale, médicale, et la Catho de Lille se démerde très bien. Ils sont 38 000 étudiants, hein. Et à Paris, maintenant, ils vont rejoindre le peloton et attribuer une partie de leurs locaux à l'ICEP pour leur permettre de se développer et là encore d'être à la hauteur. Mais bizarrement, vous voyez, les Indiens, ils viennent nous chasser jusqu'ici. Les Américains, avec Microsoft, ils font toujours ce qu'ils veulent. Hein. Ça, c'est leur principe. Ils s'occupent de nous après. Et là, j'ai été frappé qu'ils me disent « Ouais, d'accord. » Bon, ben, je dis « Écoutez, c'était une insulte. Vous venez chez nous, il y a 30 ans, on est les meilleurs, on est en tête, et puis maintenant vous partez comme des squatters de gitans de province. Alors donc, c'est pas acceptable. Alors ça y est, on a donc retrouvé nos bases, on les a convaincus de rester. Vous savez, l'image d'une ville, ça tient à quelques étiquettes. Hein. Quand vous avez un grand client comme Microsoft qui s'en va, aussitôt le Parisien titrera « Oh, il savait pas lire et écrire, Microsoft s'en va ». Alors que Microsoft est actuellement le champion de l'intelligence artificielle. Alors oui, nous, à notre petit niveau, et avec la gendarmerie, on se démerde pas mal. N'oubliez pas qu'on a aujourd'hui le sabre et le goupillon. Monsieur le maire, merci général, cher Patrick, merci Madame de France, cher Isance, un très grand merci. On ne parle pas le pré-chef, donc je ne vais pas être très longue. Juste pour vous dire qu'il est 20h08, que le général avait proposé qu'on reste jusqu'à 22h, mais qu'il y avait le choix aussi d'aller se rafraîchir là-haut, au salon Élysée. Nous vous remercions infiniment pour votre venue, pour vos exposés. Même moi j'ai compris, c'est-à-dire combien c'était pédagogique, parce que je suis vraiment pas à la pointe de la connaissance dans ce domaine. Donc un très grand merci. C'était le 2e café de l'IA ici, les Moulineaux. Nous en avions prévu 3. Donc vous allez être obligé de revenir. Le duo, ce duo qui a très bien fonctionné encore ce soir. Et je tenais à vous remercier et vous féliciter. Bravo à vous. Et on se retrouve au salon Élysée à l'étage au-dessus.